On va passer en revue les acteurs et puis donner quelques chiffres et voir un petit peu comment tout ça évolue. Donc, ce que j'ai listé dans les intervenants qu'on retrouve dans l'autopartage, donc il y a des sociétés, il y a les sociétés et les services qui sont financés par les villes. Par exemple, Autolib, c'est un mauvais exemple parce que c'était semi-privé, semi-public. C'est peut-être ça d'ailleurs une des erreurs. On a les plateformes B2B et B2C. On a des gens qui pouvaient peut-être paraître comme des ennemis ou des antagonistes de l'autopartage qui sont les sociétés de location courte durée, puisqu'on voit des gens comme Avis qui a des solutions, ou Hertz, etc. Les constructeurs français, PSA Free to Move, Renault qui lance Renault Mobility, PSA qui va lancer aussi son offre de véhicules partagés. Et puis des nouveaux entrants qu'on connaît ou qui arrivent ou qu'on ne connaît peut-être pas encore. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que... Bah oui, nous on est des pure players de l'autopartage, on est effectivement des sociétés locales et qui travaillons justement sur ces solutions multimodales à chaque fois avec les partenaires, les exploitants de transport. Et en fait, dans chacune des villes où on est présent sur il y a des passes mobilité qui permettent de combiner vélo, autopartage, transport public et autres solutions. Et je pense qu'effectivement, c'est ça l'avenir. Pour les autres acteurs, oui, effectivement, il peut y en avoir encore qui arrivent. C'est un marché qui est prometteur. On a vu arriver effectivement les vélos en free floating qu'on n'imaginait pas du tout il y a 2 ans. Donc c'est impossible de prévoir l'avenir, mais c'est assez logique que les constructeurs, par exemple, s'y intéressent. Vous avez parlé des constructeurs français, mais les premiers, c'était les constructeurs allemands, par exemple. Et le raisonnement, par exemple, de Car2Go, de Daimler était assez clair en disant, mais finalement, les acheteurs de Mercedes vieillissent d'1 an chaque année. Si on fait rien, dans 30 ans, on sera mort avec nos clients. Donc, on est obligé de s'intéresser à cette nouvelle mobilité pour établir des points de contact avec la jeune génération. Puis tout dépend si on appréhende l'autopartage comme étant un parc de véhicules, on va dire mis en autopartage, ou si on parle de véhicules partagés. Parce que je sais que nous allons parler un peu chiffres sur la géométrie actuelle. Mais en fait, quand on parle de parc de véhicules partagés avec des fins essentiellement économiques sur le donneur d'ordre, on peut voir quand même que les chiffres sur lesquels on va revenir peuvent être largement revus à la hausse. Nous venons par exemple d'équiper un conseil départemental qui a mis des véhicules en partage, donc on n'est plus en autopartage mais en véhicules partagés, et ce seul conseil départemental possède 1200 véhicules. Oui. Donc, alors tous sont dans une démarche. On peut savoir de quel conseil départemental il s'agit? Bon, je peux le dire, c'est le conseil départemental de Haute-Savoie qui a mis un plan de mobilité assez ambitieux et en tout cas extrêmement bien réfléchi, alliant autopartage et covoiturage. Nous équipons également, là je restais plus confidentiel, des sièges d'une banque importante française. Et sur l'ensemble de ces sièges, ça Société Générale ou BP Paribas, des gens de ce type-là, ça représente quand même un parc sur l'ensemble des sièges qui représente plus de 3000 véhicules. Donc vous voyez que si on agrège ce type donc on n'est plus sur du véhicule partagé que sur de l'autopartage pur avec un parc de véhicules que vous mettez à disposition. Là, on est sur la mutualisation de leurs ressources avec quand même un objectif principal qui est d'aller chercher des leviers d'économie, en tout cas d'optimisation de la flotte. C'est tout à fait vrai. Et quand on regarde les particuliers, nous, notre mission, c'est vraiment l'efficience de l'utilisation du parc. Il y a 40 millions de voitures en France aujourd'hui. Elles sont utilisées entre 5 et 10% du temps. Si on mettait 1% de ce parc sur une plateforme comme la nôtre, ça ferait 400 000 voitures. C'est-à-dire 10 fois la taille d'un Hertz ou d'un Avis en France, qui est absolument massif. Et ce qui permet d'ailleurs de passer d'un métier qui était historiquement la location à de la vraie mobilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 400 000 voitures sur une plateforme, vous en avez partout dans les rues. Et partout dans les rues, ça veut dire que si en plus vous pouvez l'ouvrir avec votre téléphone mobile, vous pouvez faire des déplacements du quotidien au quotidien. Et effectivement, quand on prend cette définition du partage, alors nous, ils ne partagent pas à 100% du temps, pas forcément en free floating, certains oui avec Connect, mais on est déjà à 30 000 voitures après juste quelques années d'existence, donc qui sont des chiffres qui gonflent, et on n'est pas les seuls à avoir cette taille de parc sur le marché français aujourd'hui. Alors je vais revenir sur les chiffres, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur ce qui se passe en collectivité. Quand je regarde en revanche les applis, personnellement j'utilise une appli pour me déplacer sur l'île de France que j'ai découverte à Londres l'an dernier qui s'appelle Citymapper. Il y a plein dans toutes les icônes, il y a tout sauf quasiment l'autopartage.
Enfin, il y a les vélos, maintenant il y a les trottinettes, il y a plein de choses. Et il n'y a pas les... Ce qui est normal, ils attendent de se connecter avec des acteurs comme nous, tous, pour effectivement rajouter la brique autopartage. Et ça, c'est une démarche... Une démarche proactive dans les deux sens. Vous tout à fait, démarchez. c'est important. C'est comme via Navigo, c'est pareil, on n'a pas nécessairement les... Je trouve ça un peu dommageable. Oui, il y a des projets qui sont en cours. Alors, c'est vrai que il y a du boulot à faire des deux côtés, de simplifier l'accès utilisateur, mais c'est vrai que nous, on met quand même des voitures qui coûtent 15-20 000 euros entre les mains de quelqu'un. On est obligé de vérifier le permis, ce qu'on n'est pas obligé de faire pour prendre un pass Navigo. Il y a quelques contraintes supplémentaires qui font que c'est pas aussi fluide, mais ça va venir, c'est inéluctable. Il y a des agrégateurs qui se mettent en place, et de toute façon, c'est la solution d'avenir. Alors, dans les données que j'ai récupérées, on dit que chaque voiture en autopartage remplace à peu près 5 à 10 voitures particulières et libère entre 4 et 8 places de stationnement. On est dans ces eaux-là aujourd'hui, où ce sont des données qui sont un peu générales et qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Alors, c'est des données qui sont plutôt sur l'autopartage en boucle. Alors sur le free floating, c'est un peu moins que ça, parce qu'il y a moins de démotorisation, parce qu'on ne peut pas réserver le véhicule à l'avance. Sur l'autopartage entre particuliers, c'est aussi un peu moins que ça. Sur la gestion de flotte, je ne sais pas si on a déjà des données de combien ça peut réduire et optimiser la flotte. J'ai quelques données, effectivement. Aujourd'hui, mais voilà. Mais c'est effectivement des chiffres qui sont réels, qui sont basés sur des études qu'on retrouve en France et qu'on retrouve aussi ailleurs en Europe et aux États-Unis. Donc qui sont assez concordants. Qui sont rapprochés de la donnée que les véhicules sont utilisés moins de 10% de leur temps utile. Et donc, quelque part, ils dorment 90% du temps. Oui, Donc, si vous augmentez l'efficience de 3, 4, 5, vous allez réduire de facto la taille et du parc et des infrastructures pour l'accueillir de 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est vrai que dans une approche B2B, on a quelques chiffres. Il faut savoir que 90% des véhicules mis à disposition dans le monde de l'entreprise est mis à disposition d'un monopossesseur. Et si on prend ces 90%, si on les analyse pendant la journée, Ils passent 90% de leur temps sur le parking. alors pas tout à fait, De mais pas loin. l'entreprise et de la maison. Vous en avez 40% qui roulent et 60% qui restent dans le parking du matin au soir, Et qui roulent pendant les week-ends et les vacances. par exemple. En plus, parfois, oui. Tout à fait. Alors l'autre chiffre, le marché estimé, alors c'est des chiffres assez étonnants. 86 000 véhicules et 5,8 millions d'utilisateurs dans le monde, en autopartage. 31 000 véhicules et 2 millions 1 utilisateurs en Europe. Et seulement 5 000 véhicules disponibles et 310 000 utilisateurs en France. Donc C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, Ça dépend vraiment de la définition. définition qu'on en prend. Alors, On le considère mobile, que les c'est- gens sur notre plateforme partagent leur véhicule, parce que quand ils n'utilisent pas, ils mettent à disposition d'un autre. Ça fait déjà 30 000. Si c'était plusieurs milliers de véhicules de vos côtés aussi. Si on étend l'autopartage à ça, on est sur des Et je trouve chiffres que le bien plus taux importants. français par rapport à l'Europe c'est surtout la proportion qui me paraît assez faible. Est-ce qu'on est en avance, en retard comme les autres sur ces sujets-là? Comme Alors, d'habitude. Traditionnellement, on était un peu en retard sur ces questions-là par rapport aux Suisses, aux Allemands, à l'Europe du Nord. Donc effectivement, puis on est quand même sur un changement lourd de comportement. C'est pas rien de passer la propriété et l'usage, c'est quand même sa voiture, hein, c'est quand même renoncer à sa voiture. C'est quand même un changement lourd de comportement qui prend une génération. Donc on rattrape pas ce retard qu'on avait 10-15 ans. Après, sur les nouvelles mobilités en général et sur les nouvelles formes, je pense que la France rattrape le retard, mais c'est aussi lié, je dirais, aussi à des infrastructures aussi de transport, des réseaux cyclables. L'Allemagne ou la Suisse n'ont pas détruit leurs tramways et ne sont pas obligés de les reconstruire pour qu'on puisse finalement se passer de la voiture et adopter l'autopartage en ville. Et nous, c'est des choses qu'on est obligé de reconstruire aujourd'hui en France, quoi. Et puis à la forme que ça prend aussi, puisqu'en fait vous avez des marchés qui prennent d'autres voies en fait que des marchés qui historiquement sont plus avancés sur un autopartage, par exemple en libre service, des choses comme ça. Si on regarde par exemple la location de voiture entre particuliers, qui est encore une fois du partage, on est de très loin les plus gros acteurs en Europe. Aujourd'hui, nos flottes sont à peu près entre 5 et 10 fois supérieures à tous les acteurs que vous pouvez trouver en Europe, y compris l'Europe du Nord qui est quand même assez avancée sur ce genre de service-là. Donc c'est vrai que parfois aussi, en France, ça ne s'exprime pas forcément de la même manière que ça a pu s'exprimer dans les années précédentes dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'on ne compare pas toujours des choses qui sont forcément comparables. Puis je pense que la segmentation géographique est intéressante à analyser, mais je pense qu'il y a aussi une segmentation générationnelle. C'est vrai qu'en Évident, termes ouais. d'adoption, forcément, les jeunes générations ont moins le culte de la propriété, de la possession du véhicule. Et je vois par exemple dans les démarches que nous menons en accompagnement
de mise en place d'autopartage et de covoiturage, nous nous appuyons sur les jeunes générations pour impulser en fait le processus. Donc clairement, aujourd'hui, la jeune génération montre que la voie de l'autopartage et de la mutualisation des ressources est sur une voie ascensionnelle. Ils n'en sont pas du tout à l'ancienne voiture de fonction. Ils sont plutôt sur une voiture plus petite et la possibilité d'avoir du crédit mobilité à côté, voir un autre véhicule pour aller à tel endroit. Ou voir sur rien du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a 5-6 ans, il n'y avait que Autolib. En fait, donc quelque part, on ne démotorisait pas. Parce que Autolib correspondait à votre parcours intracity à Paris, entre le 15e et le 9e un samedi soir, et ça vous garantissait le parking à l'arrivée. En l'occurrence, vous continuiez à avoir besoin de votre voiture pour les week-ends, les vacances, etc. Ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est qu'en fait, il s'est créé un continuum de services autour de la voiture qui est pratiquement complet, la boucle est bouclée, où vous avez du Uber, de l'Autolib, du Blablacar si je vais d'un point A à un point B mais que je n'ai pas de la voiture à l'arrivée, j'ai pas besoin de la voiture à l'arrivée, du Wicar si j'ai besoin de la voiture à l'arrivée, et quelque part, pour tous les besoins de mobilité liés à la voiture, aujourd'hui, vous avez un service qui existe. Et nous, c'est vrai que ce qu'on observe dans les jeunes générations, c'est qu'en fait, c'est même pire que ça, c'est presque le passage du permis qui commence à ne plus être passé, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils se posent la question de se déplacer en voiture, ils ont une solution. Et donc, la possession de véhicules arrive en tout dernier sur des jeunes générations de gens qui ont entre 20 et 25 ans. Alors, ça peut être lié aussi à un coût du permis qui est quand même relativement élevé en France. Aussi, mais c'est pas parce qu'ils ont le permis qu'ils se sentent en fait dépossédés d'une mobilité, en fait, parce que de toute façon, ils peuvent sauter dans un Blablacar, ils peuvent faire des choses comme ça. Dans les métropoles, la mobilité en ruralité, c'est un autre sujet. Parce qu'en zone dense, on n'a pas les mêmes pratiques qu'en d'autres zones.